Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question. Le retraumatisme, c'est quoi? Alors vous allez voir, vous allez entendre plutôt, je ne suis pas tout seul. Découverte de tout cela dans quelques instants. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier. Alors, vous allez me dire, mais de qui es-tu accompagné? Et puis, je vais laisser cette personne se présenter dans quelques instants. Alors, vous ne nous verrez pas parce qu'on utilise là un diaporama tout simplement parce qu'on va vous partager des visuels assez sympas qui vont vous permettre de comprendre. Vous allez tout découvrir dans quelques instants. Et donc, je suis accompagné de ce monsieur que vous voyez en photo avec moi, qui est le docteur Philippe Pincalé, que je suis ravi de recevoir pour cette vidéo YouTube. Philippe, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous dans cette vidéo. C'est très très sympa de partager tes grandes connaissances, tes expériences. Est-ce que tu Merci à peux... toi. Ben, c'est un véritable plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis le docteur Philippe Pacalet, je suis neurochirurgien à Paris depuis plus de 20 ans et je me suis intéressé, en plus de la neurochirurgie et des neurosciences fondamentales, à tout ce qui est la psychologie, les applications, les neurosciences appliquées, beaucoup qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses des problématiques des patients qui venaient voir en consultation et également, alors à la fois pour la prise en charge de la douleur, mais également de la psychosomatique, toutes les approches, beaucoup d'approches non médicamenteuses, dont l'hypnose et toute la puissance de l'hypnose. Voilà, Donc neurochirurgien, docteur en neurosciences, praticien en hypnose, formateur en hypnose. exactement. Vous l'avez compris, j'ai pas pris le poulet de l'année, hein, j'ai pas pris un débutant. Donc on va partager quelque chose de très très intéressant et encore une fois merci. Moi je vous avoue que dans tout mon cursus de formation, que ce soit en thérapie, que ce soit en hypnose, que ce soit en EFT ou autre, j'ai jamais entendu parler de retraumatisme. Alors j'ai quelques souvenirs lointains de l'époque où je travaillais au SAMU, puisque j'avais suivi une formation de 10 jours concernant les témoins, les impliqués, leur prise en charge, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a parlé succinctement de retraumatisme, mais vraiment sans rentrer dans les détails. En tout cas, dans tout mon cursus de thérapie, hypnose, PNL, etc., EFT et compagnie, jamais entendu parler de retraumatisme. Alors, je vais laisser l'expert en la matière, Philippe, donc pour nous expliquer ce que c'est ce qu'est ce retraumatisme. Écoutez bien parce que vous allez comprendre qu'il y a des pièges à éviter et ça peut vraiment vous allez vous y retrouver. Je pense par rapport à votre pratique quotidienne. Voilà, Philippe, je te laisse la parole. Alors, un petit schéma vaut souvent mieux qu'un long discours. On a ici une organisation finalement hiérarchisée de l'engramme traumatique au niveau corporel et émotionnel. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on a la phase d'équilibre. Ici, les premières réactions face à un stress, c'est l'arrêt, l'alerte, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors ça peut se faire surtout dans un stress aigu de manière très brève. Raidissement musculaire, hein, le stress est d'abord et avant tout une réaction corporelle, avant d'être une réaction émotionnelle. Donc raidissement, orientation pour essayer de voir s'il y a des stratégies à adopter, évaluation du degré de danger actuel. Alors ça, c'est plus ou moins rapide également, mais il faut des fois des évaluations extrêmement rapides. Décision, prise de décision, go, no go, donc approche ou au contraire évitement, et ce qu'on connaît des réactions au stress, le fly ou le freeze, c'est-à-dire la fuite, qui est la première réaction en général quand il y a un danger potentiel, on va chercher à l'éviter, mais que ce soit un danger physique ou un danger même relationnel, je dirais, on cherche à, voilà, à éluder le conflit, le contact, ne pas aller au contact. Si on ne peut pas fuir, on va se battre, lutter,
hein, de dégager donc une énergie pour essayer de se sortir de ça. Et si jamais c'est la fuite ou le combat sont réussis, et ben là on arrive à un équilibre physiologique qui a bien été montré de différentes expériences depuis les années 50. Si jamais la fuite ou le combat ne sont pas possibles, là on arrive dans quelque chose qui est pathologique, surtout si ça dure, qui est le figement, le freezing, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire l'inhibition de l'action, l'immobilité, quand elle, donc c'est aussi faire le mort, quand on ne peut ni combattre ni fuir, et ça finit par plus ou moins rapidement aboutir véritablement à un collapse. Donc c'est ici que se situe le traumatisme. Vous voyez qu'il y a des couches quand même émotionnelles qui sont assez longues à franchir. Ça, c'est l'installation de la menace croissante. Et donc, alors tout ça se situe dans une zone de la mémoire qui s'appelle la mémoire implicite, c'est-à-dire inconsciente. Très souvent, voilà, il n'y a pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau cognitif, le cortex cérébral, la pensée consciente, la verbalisation, le langage, ne communique pas avec le cerveau des émotions, dont le langage est le langage du corps. C'est une donnée physiologique, hein, c'est tout à fait factuel. Donc ça a d'énormes implications en thérapie, parce que vouloir traiter par la parole, un traitement par la parole d'un traumatisme comme un syndrome de stress post-traumatique par exemple, ou des traumas liés à des abus, bon, peu importe la cause du trauma, quelque chose qui est très enquisté, c'est voué à l'échec. Si on n'utilise que la parole uniquement, sans passer par le corps, ou en tout cas, enfin, voué à l'échec, en tout cas, partir très probablement sur une prise en charge psychothérapeutique extrêmement longue. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi de l'approche corporelle, déjà en première intention, parce qu'il faut savoir, donc je vous dis, physiologiquement, le stress est d'abord une réaction corporelle avec une engramme dans les différents disques durs finalement, qu'ils soient du système nerveux central, que ce soit du système nerveux autonome, système nerveux végétatif, donc ortho et parasympathique, et que ce soit au niveau du tissu conjonctif, hein, du corps lui-même, des muscles, de système, enfin de l'intestin, et très souvent les trois à la fois. Donc voilà, ça c'est le trauma tel qu'il s'installe dans le corps. Alors, c'est quoi le traumatisme? Le retraumatisme, c'est le risque qu'on court, ou court le thérapeute avec son patient, d'aller trop directement au niveau du trauma pour l'extraire, je dirais, l'arracher, l'extraire un peu trop brutalement. Et là, il se produit quoi au niveau de la conscience? Des phénomènes qu'on appelle des abréactions ou des équivalents, c'est-à-dire des grandes libérations émotionnelles que certains thérapeutes, certaines écoles thérapeutiques qui utilisent cette catharsis, cette libération extrêmement brutale, considèrent comme un facteur de guérison et qui, de manière, là, je n'ai qu'une grille de lecture neuroscientifique, et tout ça est tout à fait bien montré expérimentalement et dans les neurosciences, il suffit de voir toute la littérature sur la nature de la mémoire générale d'abord, puis les mémoires traumatiques, qu'on va provoquer, en fait, au niveau corporel, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, toutes les circonstances de revivre le traumatisme, et c'est loin d'être libérateur, mais créateur d'un nouveau traumatisme, puisqu'on va chercher un traumatisme ancien pour l'exhumer, et souvent avec des techniques cathartiques. Donc on a des grandes libérations émotionnelles et qui, parfois et assez souvent, risquent d'aboutir à, encore une fois, une retraumatisation, parce que le cerveau, le corps, l'ensemble de l'individu revit quelque chose sans être accompagné, sans avoir de possibilité de se remettre de trouver une solution, par exemple, parce que surtout si la technique cathartique est trop brutale, trop violente, on leur fournit pas le moyen de se réfugier dans un lieu de sérénité, dans un lieu de sécurité, qu'il soit corporel, émotionnel ou même cognitif. Et donc le risque, c'est justement, si c'est fait trop brutalement, d'aboutir à ce phénomène de retraumatisme. Et donc, le travail thérapeutique va consister, dans les grandes lignes, si on tire une ligne verticale ici, on se met
avant la thérapie. Le traumatisme est enquisté ici, l'équilibre et la conscience sont là. C'est d'aller de considérer là où de se dire par exemple le traumatisme est arrivé à cet endroit-là. C'est dans un premier temps de le mettre en état de sécurité, et le premier état de sécurité qu'on a dans un stress, c'est la sécurité corporelle. Rapidement aussi utiliser une sécurité émotionnelle, une sécurité cognitive. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas du tout du langage, mais on va s'en servir à bon escient et avec le bon timing. Donc, mise en sécurité, et si on passe de l'autre côté, une fois qu'on a mis ces sécurités, ces fusibles, on va aller de l'autre côté pour progressivement renégocier couche par couche, avec petits fragments par petits fragments, avec quelle que soit la technique thérapeutique que vous utilisez, mais idéalement quelque chose qui va utiliser le corps, quelque chose qui va utiliser donc le cerveau émotionnel, et bien sûr à un moment ou un autre, mais pas tout de suite, parce qu'on se situe dans le retour, hein, on est allé chercher le traumatisme assez en profondeur, et quand on revient vers la surface, eh ben, c'est un petit peu plus tard qu'on va rencontrer le travail sur le langage, sur la stratégie, sur les choses très psychologiques, psychothérapeutiques. Hein, bien sûr qui auront leur utilité, hein, il ne s'agit pas de dénier tout ça, mais voilà, ça se fait dans cet ordre-là, le corps, les émotions et le verbal, et de manière très progressive, avec une mise en sécurité. Ouais, super intéressant. Merci, merci Philippe. Alors, moi, pratiquant l'EFT, hein, ce que j'entends dans ce que tu dis également, c'est qu'on peut rencontrer des abréactions, et je souligne ce que tu as dit il y a quelques instants, c'est que l'abréaction n'est pas une guérison, ce n'est pas une libération émotionnelle. Ça veut dire que la libération émotionnelle, l'EFT notamment, il n'y a pas que l'EFT, elle doit être parfaitement bien conduite, et le consultant en sécurité physique, mentale, avec des techniques entre autres d'ancrage, de cohérence cardiaque, etc. Ça, on en parle largement, mais je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc on marche sur des œufs, hein, on est sur des traumatismes, du stress post-traumatique notamment. Une toute petite anecdote, et puis je vais te redonner la parole, Philippe. Il y a quelques années, j'ai encadré un stage dans un grand chalet sur l'auto-hypnose. Et puis tout se passe bien, ça a duré 3 jours, et la première journée, il y avait notamment une femme, plutôt le moral, plutôt joyeuse, etc. Et le lendemain matin, elle arrive au petit déjeuner en pleurs, pas bien du tout, fatiguée. Enfin, je voyais vraiment qu'il se passait quelque chose, donc je m'arrange pour m'isoler avec elle, essayer de comprendre ce qui se passe. Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, il y a 3 ans, j'ai perdu mon mari, il est mort d'un cancer, on s'est marié sur son lit de mort, etc. Il y a un autre participant de ce stage qui m'a proposé, eh bien, de traiter, de m'accompagner sur le deuil, de traiter ça en 10 minutes, quoi. Vous voyez, le sauveur, le Superman, le magicien. Sauf qu'en fait, il a strictement rien fait du tout, mis à part provoquer un retraumatisme, puisque ce matin-là, au petit déjeuner, elle était dans une forme d'abréaction. Et ce que je lui ai proposé, parce il a réveillé, il a fait remonter à la surface tout ça, hein, parce qu'en 10 minutes on ne traite pas un deuil difficile à résoudre, un stress post-traumatique ou autre. Et donc cette dame, je lui ai proposé de vivre sereinement les 2 jours qui restaient, et de venir me voir en consultation dans un lieu tout à fait adapté pour cela. C'est ce qu'on a fait sur quelques séances, et ça s'est bien passé dans un espace thérapeutique. Et évidemment, vous vous doutez que le super-héros, si je peux dire, qui était présent dans cette formation, je l'ai eu à l'œil, et on a eu une petite discussion. Voilà pour ça. Donc, s'agissant de ça, on était sur un retraumatisme, une sorte d'abréaction au petit déjeuner. Donc, faut vraiment faire attention, hein, à tout ce qu'on fait avec nos consultants. Pensez bien aux retraumatismes, parce que il ne faut pas nuire, bien entendu, mais quelquefois on pourrait nuire à nos consultants sans le vouloir. Euh, Peut-être que ça m'est déjà arrivé, bien sûr, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Donc voilà pour cette petite histoire. Voilà Philippe, je te rends la parole. Oui, alors les thérapies, enfin
où les approches cathartiques n'aboutissent pas toujours à un retraumatisme. Hein. Il y a certaines formes pour lesquelles les gens en très peu de temps, pu libérer des mémoires et s'en sortir, et se sentir très très bien après. Hein, on ne fait pas de généralité en psychologie comme en médecine, comme toutes les sciences du vivant. Les toujours et les jamais, ça n'existe pas. Donc, pas non plus avoir un langage trop tranché. Malgré tout, c'est quand même un risque très important, d'autant plus important qu'on passera à côté d'une prise en charge corporelle. Hein, c'est vraiment le message qu'on cherche, qu'on fait passer de plus en plus et qu'on utilise en thérapie, c'est ramener le corps dans l'espace thérapeutique, parce que c'est une clé importante. C'est une clé que montre la science, la biologie. L'être humain est fait comme ça, le mammifère humain est fait comme ça. Le stress est d'abord une réaction corporelle. Le cœur bat vite, on a mal au ventre, on a une libération d'adrénaline, de cortisol, etc., etc. C'est une réaction corporelle. Le mental n'est au courant souvent très longtemps après, enfin très longtemps à l'échelle de la réaction neurologique, c'est-à-dire des fois plusieurs secondes après, parfois plusieurs minutes. Et donc, voilà, il y a certes la puissance de l'esprit, mais dans ces cas de traumatisme, le corps est indispensable. Donc, il y a un risque de traumatisme d'autant plus important, de retraumatisation, d'autant plus important qu'on ne passera pas par le corps et qu'on va utiliser uniquement des moyens verbaux, enfin, par le langage, qui passe par le langage pour essayer de, de libérer le traumatisme de cette manière. Donc la verbalisation seule ne suffit pas, c'est ce qu'on comprend. Alors Philippe, si tu es OK, je vais te passer un deuxième schéma que je vais te demander, si tu veux bien, de nous commenter. Le voici. Oui. Donc, c'est la description du schéma de la mémoire, avec ici la ligne de flottaison de la conscience, et puis cette mémoire dite implicite, c'est-à-dire en grande partie inconscientes, comme le sont d'ailleurs les réactions émotionnelles. Enfin, en tout cas, elles parviennent à la conscience, mais elles ont une genèse qui est ici. Les émotions sont en grande partie inconscientes, et parfois elles nous submergent, justement. Et le but, alors, pareil, on avait une vision sous forme de strate, c'est un peu la même chose ici, où le trauma est là, donc on parle de retraumatisation, donc un trauma plutôt émotionnel, des mémoires émotionnelles, les mémoires procédurales, pas tout à fait, mais bon, voilà, en tout cas implicite, est situé à ce niveau-là. Et le but de la thérapie, petit à petit, c'est de dénouer, de décrocher en quelque sorte, fragment par fragment, ce trauma, sans risquer trop les grosses libérations émotionnelles, donc qui risquent de retraumatiser, et que petit à petit, on puisse parvenir à une expression ici, et de passer dans cette mémoire explicite déclarative. Donc on a l'impression de la mémoire implicite, dans la mémoire implicite, et l'expression dans la mémoire explicite. Et là, la verbalisation va être très intéressante pour prendre le relais de cet ascenseur mnésique qu'on a pu activer. Mais ça se décroche pas et ça se remonte pas n'importe comment. Voilà. Le risque de faire ça trop violemment, c'est d'arracher un peu de tout ça et d'avoir des dommages collatéraux. Voilà. Et donc d'arriver après que ça puisse être avec des techniques psychothérapiques qui utilisent la verbalisation beaucoup, et là pour le coup moins le travail sur le corps, de pouvoir finir de recycler et de faire en sorte que ça puisse être remis dans son contexte, voire si c'est un trauma ancien, que les gens puissent tourner la page en étant parfaitement libérés de ce trauma qui n'est plus anticipé au niveau de cette mémoire implicite. Les psychanalystes, quand ils parlent de l'inconscient, ils parlent du corps, en fait. C'est vraiment ça. Et on a de plus en plus, c'est ma conviction, je ne suis pas le seul à penser ça, que les notions et les preuves même scientifiques et médicales et de pratiques, je dirais presque au quotidien de la thérapie comme ça en médecine ou en psychothérapie ou thérapie psychocorporelle, du fait que l'inconscient freudien est beaucoup localisé au niveau du tissu conjonctif. Hein, on connaît des publications depuis plusieurs années de très haut niveau qui valident toutes ces approches de la cartographie émotionnelle corporelle des émotions,
avec des choses très précises, hein. La colère plutôt localisée au niveau des psoas et des cuisses, la tristesse au niveau pectoral, la colère et l'agressivité au niveau des épaules, des cervicales et des bras. Mais tout ça, c'est hérité de nos ancêtres et du fight, du fly et du freeze, à savoir que pourquoi c'est au niveau des jambes la peur, parce que on va activer ses jambes pour courir, pour fuir. Et donc c'est l'héritage de ce qu'a hérité le mammifère humain, de ces réactions au stress qui sont là pour sauver l'individu, en fait, hein, et donc au final l'espèce. C'est la même chose pour les tensions au niveau des épaules dans la colère, c'est pour non pas de la fuite, mais du combat, pour le fight, hein, voilà, on vérifie tous les jours qu'on a aussi cette cartographie émotionnelle qui est à l'œuvre, et c'est de cette manière que, de manière pertinente, on arrive, avec quand même des bons résultats, à désamorcer toutes ces mémoires-là qui font énormément de dégâts au niveau émotionnel, au niveau somatique, parce que bien sûr, une mémoire active non réglée ici, à ce niveau-là, entraîne des somatisations très importantes, et on est là au cœur finalement des explications de la psychosomatique. Hein. Voilà, 80%, ça ce sont les chiffres de l'OMS, 80% des pathologies et des problèmes, des motifs de consultation dans le monde sont des motifs fonctionnels, sont des pathologies fonctionnelles. C'est-à-dire que le corps humain est intègre anatomiquement, mais ne fonctionne pas bien. Les 20% restants, ce sont les lésions du corps, hein, les cancers, les maladies génétiques, les infections graves, etc. Mais 80% sont des troubles fonctionnels. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à remettre le corps en bon état de fonctionnement. Une dernière chose pour l'équilibration donc entre le conscient et l'inconscient, en passant par le corps, c'est la respiration qui est l'interface, la seule fonction physiologique qui est la double innervation, à la fois du système nerveux central, c'est-à-dire une commande volontaire, on peut bloquer ou accélérer sa respiration, et quand on n'y pense pas, heureusement d'ailleurs, on va continuer à respirer, et donc c'est la seule fonction physiologique, et c'est l'interface parfaite entre le conscient et l'inconscient, si je puis dire, en tout cas pas l'inconscient freudien, tel qu'on l'a défini, c'est plus large, et qui permet, en travaillant là-dessus, d'obtenir des résultats qui sont vraiment intéressants. Merci Philippe, très intéressant tout ça. Alors sont seulement là quelques notions sur les neurosciences parce que c'est extrêmement intéressant les neurosciences. Philippe a parlé rapidement de la cartographie corporelle des émotions. Enfin, il y a un vaste sujet, un très très vaste sujet. Donc à ce titre-là, eh bien Philippe et moi avons réalisé une formation en ligne de coach en neurosciences, formation dans laquelle il y a tout, presque tout. Vous avez le programme qui figure sous cette vidéo. Il y a notamment des études de cas qui sont ultra complètes. On vous partage des protocoles. On parle de stress chronique, de sevrage tabagique. On parle de stress post-traumatique. Tu en as succinctement parlé ici. On parle de cycle de peur, d'immobilité, de viol, de plein de choses. Tu réponds notamment à une question, entre mille autres questions. Le cerveau fait-il réellement la différence entre le réel et l'imaginaire? On parle de phobie. Enfin, c'est ultra complet. Vraiment une belle formation de coach en neurosciences par un véritable spécialiste que je vous recommande de suivre. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire. En tout cas, Philippe, merci, un grand merci pour tout ça, pour ces explications, pour ces visuels, pour Merci ton David. partage de connaissances, et puis avec grand plaisir, au plaisir de te retrouver ici ou là. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez, je vous le rappelle, la possibilité de liker cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu si vous avez aimé, puis vous pouvez également vous abonner. Encore une fois, merci Philippe. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.